Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Trop bien. Eh ben, je pense qu'on va pas tarder à commencer du coup. Merci beaucoup d'être là pour cet atelier sur une tech engagée et responsable. Je marquais rien que ça parce que ça fait une grande campagne. Donc je me présente avant de commencer. Je m'appelle Anne-Lise et je fais partie de l'association Latitude. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu Latitude avant de commencer. Vous comprendrez un peu mieux dans quel cadre on intervient. En fait, Latitude, on fédère toute une communauté d'acteurs et d'actrices de la tech qui vont ouvrir pour une technologie justement responsable et engagée. En fait, on essaie de vraiment fédérer des gens tout au long de leur parcours, des personnes qui ont des profils tech et qui ont envie d'utiliser ces compétences-là pour justement agir et justement défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Donc pour ça, en fait, on travaille avec beaucoup d'étudiants dans l'enseignement supérieur qui font des cursus liés aux technologies. Et notre objectif, c'est d'instaurer dans ces cursus-là des formations en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui, notamment ceux qui sont en lien avec les ODD de l'ONU, donc les objectifs de développement durable de l'ONU. Et du coup, pour ça, en fait, on propose à des étudiants, dans le cadre de leur formation, de travailler sur des projets d'associations qui ont des besoins tech et qui n'ont pas forcément les compétences, le temps, les moyens de mettre en œuvre ces projets-là. Et du coup, c'est des étudiants qui vont du coup pouvoir travailler sur ce type de projet et du coup en profiter pour monter en compétences et en même temps travailler sur des projets qui leur tiennent à cœur. Et comme on a aussi envie d'avoir un engagement durable et de permettre aux gens de s'engager tout au long de leur vie, on travaille évidemment aussi avec des entreprises de la tech qui ont envie de permettre à leurs collaborateurs également de passer à l'action, de soutenir des associations, mais aussi éventuellement de mentorer des étudiants dans le cadre de leurs projets pour justement les accompagner et les aider à monter en compétences. Alors du coup, globalement, ce dont je vais vous parler lors de cet atelier, c'est vous présenter un peu ce que nous, on entend par une tech engagée et responsable. Qu'est-ce que c'est finalement? Parce qu'on sait que la tech est souvent critiquée pour son impact notamment environnemental, mais pas que. Et donc du coup, nous, on essaie aussi de donner une autre image et de montrer qu'il y a aussi d'autres modèles qui sont possibles dans le milieu de la tech. Ensuite, on fera un petit quiz à la fin, justement, pour voir s'il y a quelques petites infos dont vous êtes déjà au courant sur l'impact de la tech. Alors, déjà, première question. Est-ce que vous avez dans votre entourage une personne en situation de précarité numérique? Donc, je précise, une personne en situation de précarité numérique, ce que ça veut dire, c'est soit quelqu'un qui est dans une zone où, en fait, il n'y a pas d'infrastructure pour avoir Internet. Oui, oui, en France, ça existe aussi. Soit c'est quelqu'un qui n'a pas forcément les bons matériaux, donc pas forcément accès à des ordinateurs ou des smartphones. Soit c'est quelqu'un qui n'a pas des compétences pour justement naviguer correctement sur les outils, et notamment sur Internet. Est-ce que vous avez au moins une personne dans votre entourage dans ce cas-là? Ok. Alors du coup, pour info, en France, et je dis bien en France, dans un pays qui est considéré comme développé, où c'est des choses qui donnent l'impression de tomber sous le sens, il y a en moyenne 15% de Français de plus de 15 ans qui sont dans cette situation et qui du coup peuvent être bloqués quand ils doivent naviguer sur Internet. Et c'est notamment très problématique sur des formations où c'est en fait complètement dématérialisé. Ça peut être par exemple faire votre déclaration d'impôt, mais ça peut être également pendant le confinement, quand vous deviez faire rembourser votre passe Navigo. C'est des choses qui étaient uniquement sur Internet. Et du coup, si vous n'avez pas du tout accès à ces outils, c'est aussi des droits dont vous êtes privé. Est-ce que vous connaissez la part des émissions carbone mondiales qui sont imputables au numérique? Est-ce que quelqu'un veut tenter un chiffre? Ouais. 4%. Ouais, est-ce que quelqu'un veut tenter autre chose? Eh bien, tu as tapé juste. C'est exactement ça, c'est 4%, tu as bien révisé. Donc du coup, là, c'est pas forcément évident d'avoir une vision de ce que ça donne en fait 4%. 4% pour vous aider à situer, c'est autant que l'aviation civile. Donc tous les trajets en avion pour partir en vacances, de business, etc. C'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. 4%, c'est aussi ce que la France émet en une année. Donc c'est autant qu'un pays entier. Du coup, ça permet aussi de se rendre compte que c'est des émissions qui en fait, représentent quand même une part non négligeable des émissions mondiales. Même si 4, ça paraît être un petit chiffre, c'est en fait assez énorme. Et surtout, c'est des émissions qui augmentent tous les ans, parce qu'on a une croissance de 9%. Donc c'est des choses à prendre en compte, puisque justement, visiblement, c'est de plus en plus important. Et donc du coup, nous, on essaie justement de donner une autre vision de la tech, et on est bien conscient de ces problématiques-là.
On essaie justement d'avoir une tech qui va peut-être un peu plus dans le bon sens et qui du coup a conscience de ces problématiques et essaie de proposer des solutions. Donc du coup, on travaille notamment sur différents projets. Ça, c'est un projet qui a été proposé aux étudiants par Code Phoenix. Code Phoenix, c'est une structure associative qui en fait est partie du constat assez alarmant que près de 2/3 des personnes qui sortent de prison, donc qui ont eu une peine de prison ferme, récidive. Donc du coup, c'est assez problématique et notamment ça arrive presque au constat assez alarmant qu'en fait, quand on sort de prison, un des seuls destins qu'on a, c'est finalement d'y retourner. Donc évidemment, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants sur la réinsertion de ces personnes. Et notamment, une des raisons qui fait que c'est très compliqué pour ces personnes de se réinsérer, c'est notamment parce qu'elles ont énormément de difficultés à trouver un travail. Du coup, ce que Code Phoenix a proposé, c'est d'essayer de donner des compétences à ces personnes-là qui étaient extrêmement recherchées dans le monde du travail. Donc du coup, elle s'est dit que en fait, leur donner une formation de développeur pouvait peut-être les aider à trouver un travail plus facilement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est des compétences qui sont très recherchées dans le monde du travail. Et donc du coup, elle a décidé de proposer à des étudiants de développer une plateforme pour permettre aux personnes, pendant leur peine de prison, d'être formées au numérique, et notamment sur le fait d'être développeur. Vous vous imaginez bien qu'en prison, il n'y a pas de Wi-Fi. Et donc, du coup, le défi, c'était notamment de faire une plateforme hors ligne, mais qui permettait complètement de suivre l'évolution des personnes, étape par étape. Et donc, du coup, vraiment, à la fin, d'avoir une formation certifiante avec un profil par personne. Et donc, du coup, de les aider à progresser sur le sujet. Un autre type de projet qui est complètement possible et qui est aussi un bel exemple de technologie qui peut s'engager dans le bon sens, c'est un projet qu'on a réalisé avec l'association Réavi. Réavi, en fait, c'est une structure qui allait sur les chantiers avant destruction. Il y a énormément de bâtiments en France qui sont parfois démolis parce qu'il y a d'autres projets, etc., immobiliers qui sont inscrits à la place. Et en fait, dans ces destructions-là, il y a parfois énormément de matériaux qui ne sont pas du tout remobilisés, réalloués, alors que c'est des choses qui sont encore complètement utilisables. Je pense par exemple à des toilettes, des sanitaires. Il y a même parfois du mobilier type des amphithéâtres dans des universités, ce genre de choses. Et donc, du coup, là, le but de l'application, c'était de permettre aux personnes en fait, de faire des inventaires beaucoup plus facilement, d'aller sur des chantiers, et ensuite de passer dans les salles, etc., et de pouvoir faire un inventaire beaucoup plus complet pour réallouer beaucoup plus facilement ce type de mobilier, et du coup avoir une perte bien plus faible. Pourtant, on ne vit pas dans le monde des bisounours, on est tout à fait conscient qu'il y a énormément de choses encore à améliorer. Tout à l'heure, on parlait du 15% des personnes qui sont en situation de précarité numérique. On a aussi parlé des 4% d'émissions de gaz à effet de serre. D'autres constats qui peuvent être assez alarmants, c'est qu'il y a une étude qui a prouvé, du coup c'est une étude de Santé publique France 2015, que 80% des adultes passent plus de 3 heures sur des écrans en dehors de leur temps de travail, donc en tant que loisir, par jour. Donc c'est vraiment énorme. Et pour les personnes qui en plus déjà travaillent toute la journée derrière un écran, c'est en fait quasiment la majorité de notre journée qui est passée derrière ces écrans-là. Donc ça questionne aussi beaucoup de choses à propos de perte de concentration. Il y a aussi pas mal d'études maintenant qui sortent sur le fait que les écrans potentiellement peuvent empirer certains cas de myopie, ce genre de choses. Et un autre petit chiffre, c'est que 9% des contributrices de Wikipédia sont des femmes. Et ça, en fait, c'est notamment un chiffre qui peut illustrer le fait qu'en fait, il y a un gros manque de diversité aussi dans la manière dont les outils textes sont appropriés. Ça peut paraître anecdotique, pour autant, c'est loin d'être le cas. Et je pense qu'on a déjà tous utilisé Wikipédia pour se sauver lors d'un exposé qu'on faisait un petit peu en retard ou pour essayer de trouver l'information qui nous manquait et une question qui nous taraude. Et en fait, on se rend compte aussi qu'en fait, la majorité de ces informations-là sont données par un certain profil de personnes. Et du coup, c'est notamment pas pour rien que sur des plateformes comme celle-ci, il y a beaucoup plus de pages sur des personnes illustres masculines que sur des femmes illustres. C'est notamment parce qu'il y a aussi une reproduction sociale et des biais qui sont inclus par les personnes qui font cette tech et qui sont concepteurs de ces infos. Et donc du coup, un autre petit exemple d'une technologie qui peut aller dans le bon sens et qui est une technologie qu'on appelle citoyenne, c'est, je suppose que vous avez tous déjà utilisé au moins une fois ou au moins entendu parler de plateformes comme Uber Eats, Deliveroo, Uber tout court d'ailleurs, ce genre de plateformes-là,
qui du coup sont parfois l'objet de beaucoup de polémiques, notamment sur la précarisation du travail. Est-ce que ça vous parle un peu, ce type de débat dont vous avez entendu parler ? Alors, en fait, notamment, une des problématiques sur ce type de plateforme, c'est que souvent, ce sont des personnes qui, en fait, ont le statut d'auto-entrepreneur et qui, du coup, sont dans une situation de précarisation du travail. Notamment parce que quand vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas accès à une mutuelle santé, vous n'avez pas de congé payé. Si vous avez un accident pendant vos heures de travail, en tout cas dans le cas de Uber notamment, c'est pas du tout pris en charge pour les réparations de votre vélo, ce genre de choses. Et du coup, ça peut aussi encourager, ça peut en tout cas mettre dans une situation de précarité bon nombre de chauffeurs Uber. Et une autre problématique, c'est que notamment entre deux courses, vous n'êtes pas du tout rémunéré. Et c'est pour ça que parfois on arrive à des chauffeurs ou des coursiers qui vont travailler 70 heures, parce qu'en fait, en soi, ils ont fait que 35 heures de course, et pendant 35 autres heures, juste ils attendaient, ils étaient à des endroits en attendant qu'il y ait des commandes, etc. Donc c'est en soi du temps de travail, et pour autant, ils ne sont pas rémunérés pour. Et du coup, les coursiers bordelais, c'est une alternative à ce genre de modèle, qui va utiliser aussi la tech, mais peut-être un peu plus, en tout cas pas en encourageant la précarisation du travail. Et du coup, l'idée, en fait, c'est dans le sens d'une coopérative. Ça veut dire que l'intégralité des personnes qui sont dans cette coopérative-là vont prendre des décisions collectives. Et là, ce sont des personnes qui, du coup, ont un statut de salarié, vont être rémunérées entre deux courses, vont avoir aussi accès à ce qu'offre un contrat de travail de salarié. Et donc, du coup, va avoir accès à des congés payés, ce genre de choses. Et du coup, un statut de travail peut-être un petit peu moins précaire. Donc du coup, en fait, c'est ça aussi qu'on essaie de défendre. Quand on parle d'une technologie plus responsable et engagée, c'est le fait d'avoir une technologie qui soit beaucoup plus respectueuse de l'humain. Et qu'en tant que concepteur et conceptrice de la tech, on essaie de ne pas jouer sur les failles humaines, comme par exemple de la perte d'attention, le fait de nous enfermer dans des bulles d'opinion. C'est des choses qu'on dénonce beaucoup aussi avec les réseaux sociaux, d'avoir des contenus constamment recommandés par rapport à ce qu'on a l'habitude de consommer pour nous retenir sur ces plateformes-là. Et du coup, qui crée aussi le fait qu'on a constamment des contenus qui vont un peu dans le même sens et qui, du coup, encouragent certaines opinions plutôt que d'autres. Et du coup, ne facilite pas forcément le débat avec des personnes qui ont des opinions différentes des vôtres. On parle aussi d'une technologie qui est plus sobre et qui soit plus respectueuse du vivant. Tout à l'heure, on parlait des 4% d'émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, là, l'idée, c'est aussi d'avoir conscience de ces problèmes-là et d'essayer de, pourquoi pas, faire des sites qui soient un peu plus éco-conçus, de réfléchir aussi à la consommation de la tech. On a souvent tendance à croire que le numérique, parce qu'il est dématérialisé, ne consomme pas, et c'est totalement faux. Du coup, il faut aussi avoir conscience de ça pour aller dans le bon sens. On parle aussi d'une technologie qui est plus citoyenne, qui va du coup faciliter le débat et surtout faciliter nos libertés numériques. Et notamment, c'est des petits exemples tout bêtes, mais avec la loi RGPD, par exemple, vous avez les cookies qui s'affichent sur la page. On est censé pouvoir les accepter ou les refuser aussi facilement l'un avec l'autre. Pourtant, on voit bien que dans la majorité des cas, le bouton continuer sans accepter est bien mieux caché que le bouton accepter. Et donc, du coup, c'est des petites choses sur lesquelles on veut aussi remettre du débat et permettre à chaque personne d'être sensible à l'utilisation qu'on a de ces données. Pour une technologie plus diverse, on a parlé tout à l'heure du coup de la place des femmes dans la tech, mais c'est loin d'être le seul exemple de manque de diversité. Et du coup, il faut aussi se dire que derrière la tech, il y a en fait surtout des personnes qui la conçoivent, et que si ces personnes qui conçoivent la tech d'aujourd'hui et de demain ne représentent pas l'intégralité des personnes qui font la richesse aussi de la population française et du monde, forcément, c'est aussi des biais qui vont s'y retrouver et du coup et aussi exclure certaines parties de la population qui ne sont pas représentées par ces concepteurs et conceptrices de la tech. Enfin, une tech plus accessible. On a évoqué les notions de fracture numérique, mais c'est loin d'être le seul exemple. Il y a aussi les notions d'handicap. Je vous laisse imaginer à quel point certains outils tech aujourd'hui sont déjà pas forcément évidents à utiliser pour nous, mais forcément pour des personnes qui sont en situation de handicap, sont parfois en fait complètement impossibles à utiliser. Pour autant, il y a énormément d'astuces qui existent, de plugins, etc., pour même rendre accès à des sites à des malvoyants. Et donc, du coup, il suffit juste d'être sensibilisé, formé à ces sujets, pour rendre accessibles des sites internet à l'intégralité de la population, sans en exclure une partie. Et donc, du coup, c'est aussi dans ce sens-là qu'on veut arriver à une technologie qui soit plus engagée.
Ok. Alors, on va passer à un espèce de petit quiz interactif. Mais juste avant ça, j'aimerais vous demander, alors si c'est possible, je ne sais pas si vous avez tous une connexion Internet, mais de remplir juste rapidement ce petit questionnaire pour ceux qui peuvent. Voilà, pour vous donner plus de contexte sur ce questionnaire, c'est notamment quelque chose qui nous permettra après de vous recontacter. Donc c'est vraiment libre à vous de le remplir pour que vous ayez aussi notre contact, etc. Éventuellement vous permettre de continuer à vous engager dans ce type d'action si éventuellement avec vos compétences tech, vous avez aussi envie de vous engager, éventuellement de participer à des projets, etc. et rejoindre la communauté de Latitude. Et on vous fera aussi passer un petit questionnaire juste pour que vous puissiez nous faire un retour sur ce que vous avez pensé de cette intervention, qu'est-ce qui manquait selon vous, et qu'on puisse aussi améliorer nos interventions là-dessus. Et une fois que vous avez fini de remplir ce petit questionnaire, vous pouvez vous connecter à Kahoot. On va faire un petit la quiz juste interactif ensemble pour finir cette intervention avec du coup quelques petites questions sur la tech au service de l'intérêt général. Là, pas besoin d'inscription, vous avez juste besoin de marquer Kahoot sur Internet. Je vais l'afficher juste après, une fois que tout le monde aura fini de taper le lien. Et comme ça, après, vous pourrez rejoindre la partie. C'est bon pour le lien, pour tout le monde, ou il y a encore des gens qui sont en train de le copier? Du coup, n'hésitez pas à taper juste Kahoot dans votre barre de recherche et ensuite de mettre Play with Kahoot et vous allez pouvoir rejoindre la partie. On va vous mettre un petit code à l'écran et vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir le rejoindre directement. On voit qu'il y a des gens qui sont plus ou moins inspirés sur les pseudos. Quand on voit un pseudo de Joule, on est sûr qu'on est à Marseille. Là, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont en train de se connecter? Ouais, on attend encore 2 minutes. Normalement, vous pouvez jouer en ligne aussi, il n'y a pas de souci. C'est bon pour tout le monde ici? Le cri du cœur. C'est bon pour toi? Ok, trop bien. Ah, je vois encore quelques personnes qui se connectent. On va pas tarder à démarrer. C'est parti. Alors, la première question, c'est juste une question test pour vous permettre de vous familiariser juste avec la manière dont ça fonctionne, etc. Donc, c'est quel est le nom de l'association qui anime cette conférence? Avec une jolie faute d'orthographe sur cette conférence que je vous laisse admirer.
Vous avez les 4 couleurs qui s'affichent sur votre écran, et du coup, vous sélectionnez la couleur de la réponse que vous voulez choisir. C'est une question qui ne rapporte pas de points, je vous rassure. Et vous avez le temps qui vous reste pour répondre à gauche. Effectivement, vous y étiez presque. Alors, petite info pour les prochaines questions, elles rapportent des points. Donc là, il ne faut plus se tromper. Et du coup, vous avez des points quand vous choisissez la bonne réponse, mais plus vous répondez vite, plus vous avez beaucoup de points. Donc, ne pas confondre vitesse et précipitation, mais quand même, on n'a pas trop le temps. Ok, là, c'est la vraie question. Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Quelle est la définition de low-tech? A. C'est des technologies qui sont simples et peu onéreuses, des technologies accessibles à tous, des technologies facilement réparables ou des technologies faisant appel à des moyens courants et localement disponibles. Il vous reste 3 secondes. Ouais, en fait, c'était les 4 réponses. C'était un petit piège. Pour vous donner un peu de contexte et expliquer ce que ça veut dire et d'où vient la notion de low-tech. En fait, les low-tech, c'est surtout des technologies qui doivent en fait être le plus facilement diffusables possible. C'est-à-dire qu'en fait, si demain, vous trouvez une pilule ou un filtre à eau qui est capable de dépolluer l'intégralité des océans de la Terre, mais qu'en fait, c'est quelque chose qui coûte 1 million d'euros et qui est constitué qu'avec des matériaux super rares, en fait, votre technologie pourrait être aussi performante que vous voulez. En fait, vous ne pourrez pas en faire grand-chose parce qu'elle ne sera pas facilement diffusable. Et du coup, le principe des low-tech, c'est d'avoir des techs qui sont en fait déjà très peu coûteuses et du coup pratiquement accessibles à tous, ou en tout cas que ce ne soit pas une contrainte, le prix, mais que ce soit aussi du coup des technologies que vous allez diffuser facilement, qui soient facilement réparables pour qu'elles durent dans le temps également, et que du coup chacun puisse réparer aussi ces technologies hyper facilement et que vous n'ayez pas besoin de faire appel à un expert disponible qu'à New York une fois par an. Et ensuite, des technologies ici qui vont faire appel à des moyens courants et qui seront en fait en interaction avec l'écosystème qui est autour de vous. C'est-à-dire que si vous utilisez que des matériaux qui viennent d'Asie, alors que vous voulez agir et diffuser une technologie en France, par exemple, ben, évidemment, ça complique un peu, ça met des barrières à l'entrée. Et donc, du coup, c'est Queen M qui est en tête pour l'instant. Ah, bon, on a bien fait de t'attendre pour le quiz. Deuxième question, sélection multiple encore. Qu'est-ce que l'éco-conception? Est-ce que c'est une approche produit, une approche cycle de vie, la réduction des impacts environnementaux négatifs ou l'économie budgétaire? Encore 5 secondes. Il y avait 3 bonnes réponses. Alors, en fait, le but de l'éco-conception, c'est d'essayer vraiment de vous donner la vision la plus large possible de l'impact d'un produit. Et du coup, c'est à la fois de raisonner sur le produit en lui-même, quels sont les impacts qu'il va avoir, comment il va interagir avec son environnement. C'est aussi réfléchir à l'intégralité de son cycle de vie, donc vraiment du tout début de sa fabrication, donc genre l'extraction des matières premières, en passant par le transport, l'achat, la vente, l'utilisation, et ensuite le recyclage et la manière dont ce produit va être réutilisé en fin de vie. Et enfin, c'est du coup une manière de réduire aussi les impacts environnementaux négatifs. Donc c'est vraiment ces 3 impacts-là qu'il faut prendre en compte quand on parle d'éco-conception. Ah là là, Queen M, elle s'est fait éjecter. Et du coup, c'est Amaury maintenant qui est en tête, avec une petite avance, pas trop mal. C'est qui Amaury? Bien joué. J'ai vu qu'en même temps, vous faisiez un beau travail de groupe. Donc j'aurais envie de dire Amaury & Co. Là, c'est un vrai ou faux. Normalement, ça répond très vite. Selon une étude sur le multitâche informatique, nous passons d'un contenu à l'autre toutes les 19 secondes.
Bien joué aux 28 personnes qui ont mis vrai. Effectivement, il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. Et notamment, en fait, on se rend compte que quand vous passez d'un contenu à l'autre, en fait, au niveau de votre cerveau, au niveau cérébral, il se passe quelque chose. Vous avez un espèce de high neurologique, un espèce de pic hormonal, en fait. Ça s'appelle notamment la dopamine. Il y a d'ailleurs une série documentaire sur Arte qui est hyper bien faite à ce sujet-là, qui s'appelle tout simplement Dopamine et qui décrypte les fonctionnements de beaucoup d'applications qu'on utilise au quotidien. Ça passe par des applications de réseaux sociaux, des sites de rencontres, ce genre de choses, qui vont faire en sorte de vous rendre captif aussi de l'application et de faire en sorte que vous reveniez le plus facilement possible en utilisant beaucoup justement ces high neurologiques. Et le problème, c'est que ça crée justement une certaine dépendance vis-à-vis de ces outils-là et aussi une espèce de perte d'attention. Vous imaginez bien que si on est habitué à scroller à l'infini et qu'on passe que 19 secondes sur certains contenus, on se rend compte assez vite qu'en fait, on a plus de mal à se concentrer sur la suite. Et il y a notamment, par exemple, une autre étude qui a plus ou moins affirmé ça. Par exemple, sur Twitter, c'est hyper facile de retweeter des infos. Et en fait, on s'est rendu compte que parmi tout ce qui était retweeté, il y a seulement 60% de l'auditeur qui avait lu le document qu'il est en train de retweeter. Donc, ça veut dire qu'il y a 40%, c'est presque la moitié, si je grossis un peu le chiffre, c'est un peu moins. Mais en tout cas, il y a quand même une bonne partie de l'auditoire qui n'a même pas lu le contenu que le retweet. Et c'est aussi comme ça qu'on va diffuser des fake news, diffuser des informations qui sont complètement fausses. Et du coup, aussi avec un impact potentiellement très grave. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut être aussi très attentif sur ces problématiques de multitasking, de perte d'attention, etc. Et Amaury reste en tête avec Jules. J'avoue que je suis assez contente que Jules soit sur le podium. C'est qui Jules? Ça assume à moitié, mais j'ai cru voir que c'était par là. Vrai ou faux encore, c'est l'avant-dernière question, pardon. Selon l'OCDE en 2015, il faut favoriser l'équité dans l'éducation pour lutter contre la fracture numérique. Exactement, c'était vrai. C'est un peu l'éternel débat pour lutter contre la fracture numérique, de savoir s'il vaut mieux fournir du matériel, fournir une couverture réseau, des infrastructures, ou peut-être juste former les gens pour justement rendre accessibles ces technologies-là. Et du coup, l'OCDE en 2015 a davantage conclu qu'a priori, il était plus bénéfique de former les gens à l'écriture, aux mathématiques et à ce genre de compétences-là pour justement lutter contre la fracture numérique. Et du coup, d'abord donner des compétences aux enfants pour ensuite leur permettre de rendre plus accessibles ces outils numériques et surtout avec aussi plus de recul et d'esprit critique sur leur utilisation. On a un podium qui n'a pas bougé et 5 places gagnées pour Mougli, qui a le plus grimpé dans le classement, donc je pense que ça se souligne. Là, c'est la dernière question, donc il ne faut pas se planter. Qui contribue le plus à l'impact environnemental du numérique? Est-ce que c'est les serveurs et les data centers? Est-ce que c'est les terminaux, ordinateurs, smartphones, objets connectés? IoT, c'est objets connectés. Soit les infrastructures, donc type les réseaux, les antennes, et ce qui permet du coup une couverture Internet, 4G, etc. Vous êtes tombé dans le piège. Alors oui, c'est un peu le piège classique. Alors, généralement, quand on parle d'impact du numérique, on a souvent tendance à dénoncer en fait les serveurs, à dire que ça consomme beaucoup, qu'en plus il faut les refroidir, que c'est vraiment une plaie, etc. Je ne dis pas que c'est pas le cas. Pour autant, c'est pas le pire. En fait, en termes d'impact environnemental, le pire, c'est effectivement les terminaux, notamment les smartphones. Selon une étude de l'ADEME, les Français ont tendance à changer de smartphone tous les 2 ans. C'est quand même une durée de vie qui est très très courte. Et en fait, la problématique de ce changement aussi rapide, c'est que déjà, à la production des smartphones coûte très très cher à la société. Et du coup, pas que à la France, mais plus au niveau mondial. Déjà, il faut savoir que pour produire un smartphone, il y a énormément de métaux rares. Et qu'en plus, ce nombre de métaux rares a tendance à augmenter avec le temps. Il y a quelques années, on utilisait à peine une trentaine de métaux rares dans les smartphones. Et maintenant, on est presque à une soixantaine. Et c'est dû notamment au fait qu'on veut les rendre toujours plus petits
plus compacts, plus pratiques, etc. Et du coup, on utilise de plus en plus ces métaux qui ont effectivement la capacité d'être assez performants dans ces domaines-là. Sauf que ces métaux, il faut savoir que leur extraction est extrêmement coûteuse au niveau social, mais aussi beaucoup au niveau environnemental. Donc ça fait évidemment monter la facture pour ces smartphones. Et autre chose, en fait, pour produire un smartphone, il faut quasiment faire 4 fois le tour du monde. Entre le moment où vous allez extraire les matières premières dans un pays, ensuite ça va être conçu dans un autre pays, ensuite ça va être produit encore dans un autre pays, ça va être vendu encore sur un autre. D'ailleurs, quand je dis pays, c'est plutôt continent. Et en fait, on change de continent à chaque fois. Et une fois que vous débarrassez votre smartphone, c'est encore envoyé sur un autre continent pour s'en débarrasser et du coup juste les mettre dans des décharges à ciel ouvert pour la plupart du temps. Donc c'est pour ça que aussi au niveau transport, c'est énorme. Et en fait, du coup, ce qui allège beaucoup la facture de ces terminaux-là, c'est en fait si on fait justement une analyse en termes de cycle de vie, donc la fabrication qui est extrêmement coûteuse. Donc quand je dis coûteuse, c'est en termes d'impact, et aussi à la fin, leur utilisation à leur fin de vie qui est aussi extrêmement coûteuse en termes d'impact. Et donc là, c'est le moment de la révélation du podium. Alors, à la 3e place, avec 5152 points, Devilbat. Bravo. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Bien joué. 2e place, Joule. Je suis très heureuse aussi. 1re place, Amaury et son crew. Donc, bravo à vous. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, mon temps à partie est déjà écoulé. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre, donc n'hésitez pas à venir me voir. Et sinon, pour ceux qui se sont inscrits au questionnaire, on vous enverra un petit mail rapidement avec des nouvelles. À bientôt, j'espère. Au revoir.